Chers maîtres, chers confrères, honorable assistance, j'ai le plaisir aujourd'hui de communiquer sur l'HTA et la prévention cardiovasculaire via un cas clinique et une revue de littérature. Je vous présente l'observation de M. BR, âgé de 59 ans, qui avait une HTA de découverte récente mais non traitée. Elle était admise en décembre 2014 pour un IDM en entéroceptal avec souffrance en latérale à H24 de la douleur. C'est un patient qui était suivi pour une goutte depuis 4 ans avec une atteinte articulaire et rénale et elle avait une prise d'AINES au long cours pour cette atteinte articulaire. C'est un patient qui s'est présenté avec une dyspnée stade 3 de l'Ainigagasha avec un angor de repos persistant. Il avait une pression artérielle à 170/80 mmHg qui était symétrique. Il était tachycarde à 97 battements par minute, sans souffle cardiaque ni vasculaire, sans signe d'insuffisance cardiaque. Son ECG s'inscrivait en rythme régulier sinusal avec un PR qui était fixe à 0,12, un QS en entéroceptal avec des T négatives en latéral. Son échocardiographie a montré un aspect de cardiopathie hypokinétique en dysfonction systolique sévère du VG avec une FE à 30%, une dysfonction diastolique de VG grade 1, sans valvulopathie significative, sans HTAP. Son bilan biologique notait une hyperleucocytose à 15 210 après dominance PNN. Il avait une hyperkaliémie à 5,9, une insuffisance rénale avec une DFG à 40 ml par minute, un acide urique à 80,5 mg par litre et des troponines qui étaient élevées à 2,5 nanogrammes par millilitre. C'est un patient qu'on a reçu en dehors des délais de revascularisation. Elle avait reçu des doses de charge de double antiagrégation plaquettaire. Nous avons commencé ces bêta-bloquants avec des carvedilol 6,25 2 fois par jour, de l'énalapril 8 mg par jour, l'inoxaparine 0,8 fois 2 par jour, torvastatine 80, de l'allopérinol de 100 mg et un anti-ischémique. L'échographie abdominale dans le cadre du bilan de cette insuffisance rénale avait montré un rein gauche qui était réduit de taille avec un cortex laminé, une hypertrophie prostatique. La coronarographie était réalisée et qui était normale et le temps angiographique rénal a montré une sténose très serrée de l'artère rénale gauche avec une artère rénale droite qui était bien développée. Pour la gestion de l'HTA de ce patient, en plus des mesures hygiéno-thiazétiques, le patient a été mis initialement sous diurétique thiazidique avec l'IEC, mais qui ont été aggravés devant l'aggravation de la fonction rénale. Nous avons mis le patient sous bêta-bloquant avec antagoniste calcique, mais qui n'était pas suffisant pour la prise en charge de cette HTA. Et puis, nous sommes passés à un antihypertenseur central, type la méthyldopa, 500 mg 3 fois par jour. L'évolution a été marquée par la régression de la dyspnée. Elle n'avait plus de douleur thoracique. Elle avait une fréquence cardiaque optimale à 59 battements par minute au repos, avec une pression artérielle à 140 de systolique et 75 mmHg de diastolique. Et c'est un patient qu'on suit actuellement à l'unité du traitement de l'insuffisance cardiaque. Pour discuter ce patient, on peut le discuter de plusieurs points de vue. C'est un patient qui avait une HTA qui n'était pas traitée. Elle avait un syndrome coronaire à coronaire saine. Et c'est une complication cardiovasculaire à une HTA secondaire à une sténose de l'artère rénale. Moi, j'ai choisi aujourd'hui, pour être dans le thème de cet atelier, c'est un patient qui avait une HTA et qui n'était pas traité. L'HTA est un facteur de risque majeur et qui multiplie le risque de survenue de complications cardiaques 2 à 4 fois, de pathologies cardiaques type la cardiopathie ischémique, l'insuffisance cardiaque, l'artériopathie des membres inférieurs, mais également d'autres pathologies apparentées type l'insuffisance rénale terminale. Sa prévalence est estimée à 31% en France. Elle n'est traitée que dans 82% des cas. Et lorsqu'il est traité, il n'est contrôlé que dans 50,9% des cas, comme le montrent les études flash publiées entre 2004 et 2010. Au Maroc, cette étude publiée dans le Journal of Hypertension en 2003 avait montré une prévalence aux alentours de 33,6%, avec une prédominance féminine à 37%.
Elle est responsable, selon le ministère de Santé, à elle seule de 4,6% de mortalité en 2010. Et sans parler de ce pourcentage lorsqu'il s'agit d'un infarctus aigu du myocarde. Et dans le monde, cette prévalence elle est partagée entre les pays de faibles, de moyens ou de revenus élevés. Donc, d'abord, est-ce qu'on peut prévenir l'HTA? Donc, pour répondre à cette question, je me réfère à cette méta-analyse publiée dans le journal turc en 2014 et qui avait revu les études publiées entre 2001 et 2012 avec des effectifs variés aux alentours de 5500 patients et qui avait vu est-ce qu'on peut prévenir l'HTA en agissant chez l'adolescent entre 10 et 19 ans et ils ont trouvé que dans ces études qu'un allaitement maternel chez le prématuré peut diminuer cette prévalence, qu'un régime hyposodé chez l'adolescent diminue l'incidence de l'HTA à un âge adulte, que la diminution de la consommation de caféine le fait aussi, qu'un programme d'éducation à la promotion de la santé fait adhérer la famille vers un comportement plus sain, du même que lorsqu'ils ont suivi par un conseiller nutritionnel. Par contre, la prise de produits light n'a pas montré ce bénéfice. Et lorsqu'un régime d'âge à type de produits laitiers et légumes et fruits, elle avait montré plus de bénéfices. Donc, une fois l'HTA, elle est là, est-ce qu'on peut prévenir ces événements cardiovasculaires? Comme j'ai dit au début, c'est une situation qui multiplie par 2 à 4 le risque cardiovasculaire, mais ça, c'est le risque relatif à l'HTA seul. Et on ne peut avoir une idée sur le reste de l'iceberg qu'en intégrant cette HTA dans le contexte du patient, ses facteurs de risque cardiovasculaire et les complications déjà développées afin d'évaluer un risque absolu. Et c'est de là que dérive la notion des scores de risque d'athérosclérosis cardiovasculaire disease, ceux qui sont classiques depuis début des années 2000, type le Framingham, qui a comme principale critique, c'est qu'elle n'intègre pas des facteurs de risque quand même importants, type de l'hérédité coronaire, l'obésité et la sédentarité. Le cardiovascular disease life expectancy model, qui est le modèle américain et qui a l'avantage d'inclure dans un seul score, il va appréhender le risque cardiovasculaire mais également neurovasculaire. Le Dundee Coronary Risk et le programme RISC qui ont comme principale critique séquencé une discrimination envers le sexe féminin et n'ont pas intégré le score coronarien chez ces patients, et le British Regional Heart Study Risk Function qui s'est principalement intéressé au profil britannique. Donc, 2 récentes scores de risque qui ont le mérite d'être cités, celui publié par les directives de la CCAA en 2013 et qui avait intégré un ensemble de facteurs de risque cardiovasculaires et surtout il les a intégrés dans un algorithme afin de dicter la conduite thérapeutique en fonction du score calculé. Le score Interheart publié par l'ESC, qui avait comme principal avantage les diverses ethnies qu'il avait inclus, aux alentours de 150 000 patients, et surtout il a intégré de nouveaux facteurs de risque cardiovasculaire, type le dosage de lipoprotéine P. Et en fait, ces nouveaux marqueurs, selon les directives de la CCA, ils sont ni recommandés, mais non plus ils ne sont pas contre-indiqués, type effectivement le dosage de la polypoprotéine, une albuminurie, l'épaisseur intime média, mais également le score calcique. Donc maintenant, une fois l'HTA elle est là, elle a fait ses complications, quelle sera la prévention secondaire adéquate devant ces situations? L'ensemble des guidelines publiés entre 2010 et 2014, ils n'ont pas spécifié un objectif tensionnel adapté à chaque situation. Aux alentours, c'est inférieur à 140, 90 de diastolique, et sauf chez le sujet âgé, c'est moins de 150 et 90 de diastolique. Sauf chez les recommandations de l'Institut de l'International Society of Hypertension in Blacks, qui a revu à la baisse cet objectif tensionnel à moins de 130-80 chez la population de la race noire. Donc les recommandations de la Société française d'HTA qui avait fixé l'objectif tensionnel entre 130 et 139 mmHg après un événement cardiovasculaire de systolique et moins de 90 pour une diastolique.
d'ajuster le traitement avec l'introduction de médicaments antihypertenseurs avec une indication préférentielle en fonction de la complication développée et ajouter les autres thérapeutiques associées, à savoir les anti-agrégations plaquettaires et l'antidiabétique, les anti-lipémiants en fonction de la complication développée afin d'atteindre un objectif fixé par les Français à 70% des hypertendus qui seront contrôlés en 2015, donc tout en simplifiant l'objectif tensionnel à moins de 140 et 90, sauf chez le sujet de plus de 80 ans où cet objectif est revu à 150 mmHg de systolique sans hypotension orthostatique significative. Donc en conclusion, l'hypertension artérielle est une entité qui est difficile à cerner. Quel patient traiter, quel bénéfice en attendre, pour quel objectif tensionnel. Il faut toujours repérer l'atteinte des organes cibles, dépister une étiologie afin de la prendre en charge, l'estimation du risque cardiovasculaire afin de donner un traitement individualisé et principalement avoir des scores de risque qui doivent être adaptés aux populations. Malheureusement, on n'en dispose pas pour une population maghrébine. Et je vous remercie. Merci, Dr Houari. Donc, une question à la salle. À vous la parole, Monsieur Larahib. Je crois que le problème qui se pose vraiment chez ce malade, c'est que c'est le problème d'une étiologie, chercher une étiologie à une hypertension artérielle. Et il y avait plusieurs indices qui donnaient le fait que ce malade ayant mal toléré les IEC dans la première semaine, il faut aller chercher du côté rénal. Parce que toutes les sténoses rénales font partie de ça. Il a eu sa coronarographie. On a loupé quand même un moment où on pouvait pousser, puisqu'elle était normale. On pouvait très bien pousser un peu l'arceau et aller voir un peu l'état de ses artères rénales. Alors, que faire de cette sténose? Fallait-il la traiter ou pas? Il a une sténose, il a une sténose. Il a une sténose, on aurait pu... Elle a été trop vite. Oui. Et vous n'avez pas eu le temps d'entendre qu'il y avait une sténose. Il a une sténose, je sais. Mais cette sténose, on aurait pu poser un stent et l'arranger du côté traitement. Le problème des stents et des sténoses rénales, c'est un autre problème. Alors, moi, si je devais retenir quelque chose de cette observation, pour les deux d'ailleurs, je dirais d'abord c'est l'hypertension artérielle en cardiologie, parce qu'elle n'est pas comme l'hypertension artérielle ailleurs. Et on a vu pour le premier cas un syndrome coronaire aigu cliniquement et électriquement. Dans le deuxième cas, un infarctus du myocarde à coronaire saine. Et dans les deux cas, une hypertension artérielle secondaire. Pour moi, ça pose essentiellement le problème des HTA secondaires qui ont un pronostic beaucoup plus sévère et une implication plus importante dans les pathologies. La question à se poser, c'est le lien entre l'hypertension et, dans les deux cas, le problème coronarien. Faut-il dilater cette sténose rénale, oui ou non? Il faut la bilanter. On revient beaucoup sur les dilatations des sténoses de l'artère rénale. Avant, une sténose de l'artère rénale serrée, on la dilate. Enfin, je ne sais pas si la question m'est posée ou elle est posée à l'oratrice. Pardon. Moi, ce que je voulais rappeler, c'est que cette séance est une séance réservée à la prévention. Et on n'entend pas beaucoup de prévention. Hein? On n'entend pas beaucoup, ni primaire ni secondaire. Alors, on ne l'appelle pas prévention. Hein? Pardon, s'il vous plaît, est-ce que vous avez fait une échocardiographie chez ce patient quand il a été admis et à la sortie, est-ce que vous avez revérifié sa fraction d'éjection? Oui, nous avons fait une écho initialement qui avait montré l'aspect de cardiopathie hypokinétique avec une FEVG qui était à 30% et qu'il a gardé à sa sortie. Il n'avait pas d'HVG. Oui, même lorsqu'il était suivi à l'UTI, elle gardait toujours les 30% et elle gardait son infarctus électrique. Et je reviens juste sur le temps artériel, ça a été fait en même temps que la coronarographie, puisqu'on savait que c'est un patient qui avait un rein gauche qui était réduit de taille. On a fortement suspecté une sténose de l'artère rénale. C'est pour ça qu'on a demandé au cathétériseur de faire en même temps une coro-artério-rénale qui avait montré la sténose. Et du moment que son HTA a été contrôlé sous traitement antihypertenseur, donc il n'y avait pas de discussion pour dilater cette sténose initialement. Voilà.
qui était déjà souffrant, il était déjà réduit de taille. Voilà.